Gestion documentaire. Donc bonjour, je vous remercie à tous d'assister à ce webinaire. Moi, je suis Loïc Bressler, je travaille pour la société Ediware. On est routeur email et on fait également de l'accompagnement dans des projets e-marketing pour nos clients, donc des clients qui sont très diversifiés, qui sont aussi bien des TPE que des grands comptes. Moi, je travaille dans l'email marketing depuis 14 ans. Donc, je suis là depuis la création de la société. Je suis en charge notamment de tout ce qui est accompagnement client sur la plateforme emailing. Donc, n'hésitez pas à laisser une note ou des commentaires à la fin du webinaire, donc directement sur la page du webinaire, ça nous permettra de nous améliorer. Et n'hésitez pas à poser des questions également au fur et à mesure. Moi, j'essaierai d'y répondre au maximum. Et voilà, si j'ai raté quelques questions, on verra à la fin. De toute façon, je resterai quelques minutes dans la salle pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, il y en a un qui, alors oui, il y a un replay. Il y a également le document, le support là, que je suis en train d'afficher, qui est téléchargeable, que vous pouvez récupérer directement sur la page du webinaire. Donc, il y en a. D'accord. Globalement, vous m'entendez bien? Merci. Oui, non, mon micro est bien réglé. OK. Alors, pour le son, normalement, c'est assez fort de mon côté, donc n'hésitez pas à augmenter un petit peu. Attendez. Je vous demande 2 petites secondes. Ça, je pense. OK. Donc, oui, c'est mieux, oui. C'était pas le bon micro. Donc, je vais vous expliquer comment va se dérouler ce webinaire. On va d'abord parler de comment constituer votre fichier, donc comment constituer sa base d'adresse mail, parce que c'est primordial, voilà, c'est ce qui va vous permettre de communiquer. Ensuite, on va passer rapidement à des exercices pour trouver des idées pour vendre son produit par email. Donc, comment trouver des sources d'inspiration, comment bien rédiger son message, comment présenter également son message. Ensuite, on parlera de l'importance des appels à l'action, voilà, de comment inciter les gens à passer à la suite, à soit remplir un formulaire, soit acheter, soit voilà, faire une conversion, ce qu'on appelle une conversion. Et enfin, la toute dernière partie, ce sera un balayage des différents éléments qu'on peut récupérer à partir des statistiques, sachant que les statistiques de ces campagnes, c'est ce qui va permettre d'améliorer vos campagnes et ensuite voilà, d'avoir un retour et un taux de transformation qui est de mieux en mieux. Voilà, donc je le redis, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Ok. Pour ceux qui ont des problèmes de déconnexion, il y a un replay qui est disponible, donc vous y aurez accès par la suite. Donc, on va passer à la constitution de sa base de données. Le plus simple, donc forcément le plus simple, c'est d'utiliser une base de données qu'on s'est constituée au fil du temps. Ça veut dire une base de données qu'on a constituée au fur et à mesure de son activité, au fur et à mesure qu'on avait des clients, qu'on avait des prospects. Alors c'est vraiment la meilleure option. Il y a des entreprises qui n'ont jamais saisi les adresses de leurs clients, de leurs prospects, mais en tout cas, si vous les avez quelque part, ça vaut le coup de les faire saisir ou de les saisir, voilà, de les recopier sur tous vos devis, sur tous vos factures, surtout si votre activité est assez ancienne, parce que ça, c'est des adresses qui valent de l'or, ce sont vraiment vos meilleures adresses, tout simplement parce que c'est des gens qui ont déjà été intéressés par votre produit, qui ont déjà, voilà, qui vous ont déjà soit demandé des informations, soit encore mieux, qui ont déjà acheté chez vous. Donc maintenant, si vous êtes dans le cas où vous créez votre société, si vous n'avez pas encore de contact, le problème, c'est qu'il va falloir en trouver pour commencer à démarrer les opérations de prospection, que ce soit par email ou autre. D'ailleurs, il faut des contacts ciblés, il faut des contacts des personnes qui sont potentiellement intéressées par vos offres. Et c'est qu'une fois qu'on a une liste, ce qu'on appelle une liste, qu'on va pouvoir commencer à vendre, commencer à prospecter. Donc la solution qui revient vraiment souvent, à laquelle on pense en premier lieu, c'est acheter ou louer une base de données qualifiée. Donc si vous ne souhaitez pas
Louer des bases, vous pouvez commencer à constituer une liste d'adresses à partir de votre site, de votre blog, donc en mettant un formulaire. On parlera après des formulaires. Vous pouvez également miser sur les plateformes existantes, par exemple tout ce qui est YouTube, par exemple. Vous pouvez faire des vidéos, essayer de jouer sur l'aspect viral. Voilà, les gens partagent les vidéos, ça peut vous ramener des prospects. Donc voilà, diffuser vos contenus sur des plateformes peut vous permettre de remplir votre base de newsletter. Ensuite, bon, je vais vous donner quelques idées, ensuite on va en reprendre certaines un peu plus en détail. Donc par exemple pour des vidéos, là, récemment on a eu le cas d'un sommelier en ligne qui faisait des cours directement sur YouTube, par exemple sur l'accord, les mets et les vins. Alors là voilà, il donne du contenu gratuit, il donne du contenu à valeur ajoutée pour les gens et il remplit sa newsletter comme ça. Plus la vidéo va être vue, plus la vidéo va être virale, plus sa newsletter a des chances d'être remplie. Donc avec un taux de déperdition bien entendu, mais il peut avoir des inscriptions comme ça. Si vous avez la chance d'avoir un point de vente ou un lieu de rencontre physique avec vos prospects, par exemple des salons ou un magasin, profitez-en toujours pour collecter leurs adresses mail. Par exemple, sur un salon, vous pouvez très bien mettre une urne, une boîte pour recueillir les cartes de visite de vos visiteurs ou des visiteurs, notamment en organisant un petit jeu concours. Voilà, quand il y a un jeu concours, les gens sont assez enclins à mettre leurs cartes de visite et vous allez pouvoir récupérer des contacts, même de gens qui ne sont pas venus sur votre stand. Et ce sera quand même des contacts ciblés, tout simplement parce que voilà, vous faites en général un salon qui est ciblé sur votre activité. Autre idée, les livres blancs. Donc c'est quelque chose qui est très en vogue. Un livre blanc, c'est un contenu donc plus ou moins long de quelques pages à plusieurs dizaines de pages que vous allez proposer à vos internautes contre une adresse mail. Donc voilà, vous proposez un contenu et la personne doit remplir un formulaire pour y accéder, pour le recevoir par email. Donc, par exemple, j'avais regardé un exemple, une boutique de vente d'accessoires pour animaux peut très bien faire un livre blanc sur des astuces pour dresser son chien. Elle va récupérer, c'est un contenu qui est intéressant, c'est un contenu qui a valeur ajoutée, et elle va récupérer des adresses qui sont tout à fait qualifiées pour son activité, tout simplement parce que c'est des gens qui vont posséder un animal. Donc pour résumer, voilà, que ce soit une vidéo ou un contenu texte ou un livre blanc, à partir du moment où vous apportez du contenu ou de la formation, tout simplement, à l'internaute, ça peut générer des inscriptions à votre newsletter. Ensuite, à partir du moment où vous avez un contenu en ligne, vous pouvez le promouvoir par email si vous récupérez des adresses, on va en parler après, ou par la publicité classique en ligne, que ce soit AdWords ou YouTube. Et vous allez pouvoir remplir votre newsletter comme ça, donc avec du contenu. Ensuite, à vous de les transformer derrière pour en faire des clients. Voilà, une petite parenthèse, nous sur notre plateforme emailing, on a un module qui permet de collecter des adresses avec des vidéos. Donc le principe est tout simple, on utilise YouTube, on affiche la vidéo YouTube sur le site internet, sur votre site internet, et en cours de vidéo, la lecture se bloque et la personne doit remplir son adresse email pour passer à la suite. En général, on met une petite phrase donc qui est paramétrable. Cette vidéo est réservée à nos membres, rentrez votre adresse email ou inscrivez-vous pour voir la suite. C'est quelque chose qui marche assez bien, tout simplement parce que en mettant ce formulaire à un endroit stratégique de la vidéo, les gens vont le remplir pour avoir la suite. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Non. Voilà, donc après, c'est quelques petites idées pour collecter des adresses. Voilà, ça marche très bien, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, voilà, on ne récupère pas des milliers d'adresses en quelques jours. Collecter des adresses, ce qu'on appelle en inbound marketing, enfin en marketing passif, où on propose du contenu pour que les gens s'inscrivent, nous suivent, et par la suite, on leur propose des offres petit à petit. C'est quelque chose qui marche très bien, mais qui prend du temps, qui se fait sur le long terme. Quand on veut démarrer une activité d'un gros coup, rapidement, il faut avoir des adresses. Il faut avoir des adresses rapidement et, si possible, en nombre suffisant. Là se pose la question de l'achat ou de la location d'adresses. Donc c'est une question que se pose tout nouveau commerce en ligne, toute entreprise qui souhaite vraiment prospecter dès le début de son activité. Alors, une petite parenthèse, il faut être honnête, hein,
un fichier loué ou acheté, voilà, ce sera des adresses ciblées, ce seront des adresses ciblées, ce seront des adresses qui conviendront pour votre activité, mais ce ne sera pas la liste de contacts hyper réactifs, hyper qualifiés pour votre activité. Parce que ça, il n'y a que vous qui pouvez la mettre en place grâce à votre contenu, grâce à ce que vous apportez aux internautes. Donc ça ne s'achète pas. Par contre, vous pouvez louer des adresses, vous pouvez communiquer vers un grand nombre d'adresses pour justement extraire la partie qualifiée, la partie qui va être intéressée, qui va être utilisable pour votre prospection. Les adresses peuvent être... Ouais, on en parlera après pour les vidéos. BDD, ça signifie base de données, oui. Donc quand je dis liste, base de données, oui, c'est toujours la même chose. Donc concernant l'achat de fichiers, donc en général, l'achat, ce sont des adresses qu'on appelle génériques. Génériques, ça peut être contact, ça peut être info, arrobase, ça peut être des adresses avec un nom, prénom également, mais on appelle ça générique tout simplement parce qu'on n'a pas forcément le contact nominatif qui va avec. Le nom, le prénom, la civilité, la fonction dans l'entreprise. Alors en général, c'est des fichiers qui sont un petit peu moins chers, et qui ne sont pas très chers. Plus on monte en gamme, plus le fichier va être cher. Globalement, plus on va demander de critères, plus le fichier va être cher. À partir du moment où on demande, voilà, de base, on va avoir l'email, l'activité, le nom de la société. Si on veut en plus l'effectif, le chiffre d'affaires, le numéro de SIRET, si on veut que la base soit sirétisée, on va monter en gamme et on va se diriger vers des fichiers de plus en plus chers. Voilà, donc au niveau des critères, regardez vraiment ce dont vous avez besoin pour trouver le fichier, pour acheter le fichier qui correspond à votre activité, à votre besoin, et renseignez-vous aussi sur la fréquence de mise à jour du fichier lorsque vous achetez un fichier. Alors, il y a un piège à éviter quand les fichiers sont très abordables, notamment tout ce qui est CD d'adresse. Il y a un petit problème. Alors, je dis pas que c'est de la mauvaise qualité, mais je dis que ils sont très vendus. Voilà, ça se vend vraiment énormément. Du coup, les adresses qui sont sur un CD sont vraiment sursollicitées. Ça peut vraiment nuire au taux de retour. Donc, les CD d'adresse, bon, ça peut être bien, mais voilà, si vous êtes sur une activité qui est sursollicitée, que tout le monde utilise, que toute votre profession utilise parce qu'il a acheté le CD, vous risquez d'avoir des taux de retour nuls alors que la démarche, alors que l'opération marketing est tout à fait cohérente. Donc voilà, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. C'est pour ça qu'il faut toujours tester quand même plusieurs fichiers, tester plusieurs sources pour pas avoir et ne pas tirer des conclusions juste avec un test sur un type de fichier. Le SNCD, c'est le Syndicat national de la communication directe. Donc, c'est un syndicat qui regroupe des professionnels du marketing direct, dont les routeurs emailing. Donc, nous, on en fait partie, effectivement. Les sociétés, donc nous, on ne vend pas d'adresse, mais les sociétés qui font partie du SNCD et qui vendent de l'adresse sont susceptibles de vendre des fichiers de meilleure qualité, tout simplement parce qu'on suit tous une charte déontologique. Voilà, donc on ne va pas... Enfin, aucune de ces sociétés ne va vendre des adresses qui sont aspirées sur Internet comme on peut trouver sur certains CD. Et oui, quand on a les informations, nom, prénom, à partir du moment où on a des champs, enfin des informations liées à l'adresse email, on peut personnaliser un email facilement. Donc sur une plateforme emailing, donc sur la nôtre, c'est le cas. Et voilà, si vous envoyez par vos propres moyens, il faut que vous regardiez la doc. Un CD, c'est un CD-ROM en fait. Vous cherchez CD-ROM prospection email sur Internet, vous allez tomber sur 2-3 CD très très connus. Et voilà, je remets pas du tout en cause la qualité, je remets juste en cause le fait que beaucoup de gens l'achètent, ça marche très bien. Du coup, quand on est dedans, moi j'ai une adresse qui est dedans, je reçois quand même pas mal de dizaines de mails tous les jours. Au niveau de la législation, donc oui, j'avais pas prévu d'en parler aujourd'hui, mais c'est tout à fait dans le thème. En B2B, on a le droit de prospecter quelqu'un qui n'a pas donné son accord préalable à partir du moment où on le prospecte pour quelque chose qui est en rapport avec son activité. Par exemple, un dentiste, on peut lui proposer du matériel médical. On ne peut pas lui proposer, par contre, de la défiscalisation ou un voyage organisé. Voilà, donc on peut
prospecter quelqu'un, un professionnel qui n'a pas donné qui n'a pas donné son consentement préalable, à condition qu'il puisse se désinscrire. Voilà, qu'il y ait un lien de désinscription en bas. Pour les particuliers, c'est beaucoup plus compliqué. Je vous invite à aller sur le site de la CNIL. Il y a une page qui explique super bien ça, qui explique vraiment tous les différents cas. Alors, au niveau de la location, donc la location, c'est pas de l'achat, c'est autre chose. Ça permet d'accéder à des adresses nominatives qui sont souvent bien qualifiées, souvent par téléphone. Ça permet aussi d'envoyer au nom de l'éditeur de fichiers, souvent, donc de la part de l'éditeur de fichiers, surtout si c'est un éditeur de magazine ou de newsletter qui est connu. Le budget n'est pas du tout le même. Là, on va payer à l'envoi. Donc, en général, ça coûte plus cher. En plus, le mode de facturation est vraiment différent. Donc, on paye à l'envoi. Les relances également sont payantes. Donc, pensez à voir si vous relancez sur des non-ouvreurs ou uniquement sur la totalité de la base. Voilà, il y a une réflexion à avoir pour envoyer vraiment ce qui est utile. En général, ça ne sert à rien de renvoyer exactement le même message à quelqu'un qui l'a déjà vu et ouvert. Parce que s'il n'a pas été intéressé une fois, il ne va pas forcément être intéressé dans l'immédiat s'il revoit le message. Donc j'ai des exemples de tarifs, je ne sais pas si je l'ai là, non, enfin on pourra en parler après si vous voulez des exemples. Donc nous non plus on n'est pas loueur de fichiers, mais voilà, on peut vous mettre en relation. On a pas mal de clients d'ailleurs qui sont éditeurs de base. Concrètement, le processus de location de fichiers, je vous ai mis un petit schéma sur ce slide. Voilà, donc quand on a trouvé une base qui peut convenir, on demande un comptage. On demande combien il y a d'adresses dans ma cible. Et celui qui me loue les fichiers envoie le fichier à un tiers confiance, donc en l'occurrence souvent un routeur, qui va faire le routage, qui va mettre en place votre emailing et qui va faire le routage pour vous. Donc à aucun moment vous avez le fichier entre les mains. Voilà, le fichier loué, vous ne l'avez jamais entre les mains. Donc à la fin, vous récupérez les statistiques pour évaluer l'impact de la campagne, ainsi que dans certains cas et en B2B, le fichier des gens qui ont cliqué, donc de tous ceux qui sont potentiellement intéressés par votre offre. Donc en B2B également, parce qu'on ne peut pas donner des adresses en B2C. Et encore une fois, ça dépend du loueur de fichiers. Donc si vous lancez dans la location ou dans l'achat, je vous ai mis un petit lexique sur les termes qui étaient utilisés. Donc CPM, c'est le coût par mille. Coût par mille, tout simplement, parce que comme par contexte, c'est souvent des sommes ridicules. On parle par milliers de contacts, ça fait des chiffres un peu plus ronds. Et sinon, donc CPC, CPL, c'est moins utilisé en location de base. Là, on est plus sur la performance, mais parfois, il y a des modèles qui fonctionnent comme ça, qui fonctionnent sur du coût par clic, sur du coût par lead. Un lead, c'est un prospect intéressé, enfin, c'est un formulaire rempli. C'est un anglicisme. C'est quelqu'un qui est intéressé par votre offre. Ça peut être une demande de devis, une demande de renseignement. Le plus fréquent en location, c'est CPM, coût par 1000. On va louer 1000 adresses, 10 000 adresses. Voilà. À part la location ou l'achat, je l'ai quand même mentionné, on a l'échange de base. Donc il ne s'agit pas vraiment d'échanger ces bases. Voilà, je te donne ma base, tu me donnes la tienne. C'est plutôt un partenaire qui va router votre offre sur sa base et vous allez router son offre sur votre base à vous. Donc personne n'a les adresses de l'autre. C'est quelque chose de très intéressant à faire, surtout si vous avez un partenaire qui est complémentaire à votre offre, à votre service, à votre activité. Il ne faut pas que les produits soient concurrents non plus, mais voilà, si c'est complémentaire, c'est quelque chose qui peut être très positif. C'est quelque chose qui peut vous permettre de récupérer pas mal de contacts. Un petit aparté, hein, pour ceux qui font de la location, de l'achat ou de l'échange de base, quand vous prospectez quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui a jamais entendu parler de vous, il y en a beaucoup qui envoient directement une offre, voilà, qui envoient une offre, proposer d'acheter quelque chose ou de demander un devis en se disant plus vite je vais proposer mon offre, plus facilement je convertirai, je rentabiliserai ma campagne. C'est pas forcément un bon raisonnement. L'autre stratégie, même si c'est un tout petit peu, ça peut paraître plus risqué, c'est de revenir sur la partie contenu, ça veut dire de proposer un contenu intelligible à forte valeur ajoutée qui va servir à sa cible pour que les gens s'inscrivent. Voilà. Donc sur la location, sur l'achat,
Sur l'échange, au lieu d'envoyer directement, voilà ce qu'on fait, cliquez ici pour demander un devis. Un mail orienté contenu du style nous avons fait un livre blanc sur telle ou telle problématique. Cliquez ici pour le recevoir, rentrez votre email et il va vous être envoyé. Les taux de collecte, enfin les taux de retour n'ont rien à voir avec une demande de devis ou, voilà, ou un achat direct. Et donc vous allez pouvoir récupérer beaucoup plus d'adresses et ensuite leur proposer des offres qui sont adaptées. Donc en tout cas, notamment dans le cas où de la location ou de l'échange où c'est du one-shot, il vaut mieux essayer de récupérer un maximum d'adresses plutôt que d'essayer de vendre tout de suite. Ensuite, j'avais mentionné la co-registration, donc ça c'est surtout utilisé en B2C, donc vers les particuliers. En général, bon, je pense que tout le monde l'a vu, quand vous commandez un truc sur un site e-commerce, souvent il y a une petite coche recevoir, enfin s'inscrire chez nos partenaires, et vous avez le logo des partenaires. Ça arrive aussi souvent sur des jeux concours. Ça permet de collecter des adresses de particuliers pour pas très cher et légalement. Le problème, enfin l'inconvénient, c'est que voilà, vous récupérez des adresses, mais ils ne sont pas ciblés pour vous, enfin ils n'ont aucun intérêt pour votre offre. Donc c'est moins cher parce que le coût est mutualisé entre les partenaires. Souvent ceux qui lancent un jeu concours font baisser leurs coûts grâce aux partenaires. Maintenant, ça ne s'adapte que à des gens qui ont une activité qui peut être proposée à n'importe quel particulier non ciblé. Voilà, donc vraiment quelque chose à très large diffusion. J'ai vu qu'il y avait pas mal de messages. Je prends quelques secondes pour regarder. Comment récupère-t-on les contacts dans l'échange de base? Donc j'en ai parlé en proposant de préférence du contenu pour que les gens s'inscrivent à votre newsletter, téléchargent un livre blanc ou récupèrent un cadeau par exemple. Enfin, ça, voilà. Après le cadeau est à définir en fonction de votre activité, en fonction de ce que font vos concurrents, de ce qui se fait dans votre activité. Concernant les définitions marketing, ok. Elle parle de vous. Voilà, effectivement. Ouais, ok. Donc une fois que vous avez récupéré des contacts, il faut, voilà, vous avez une liste. Ce qu'il va falloir faire, c'est la préserver, faire en sorte qu'elle s'use le moins vite possible. Donc on appelle ça l'hygiène de la base. Il faut avoir une bonne hygiène sur sa base de données, notamment donc, en segmentant sa base pour cibler les destinataires qui sont intéressés par ces thématiques. Donc, au niveau des thématiques, bon, un petit exemple, si vous avez une boutique en ligne, vos thématiques, ça va être vos rayons. Voilà, ça va être vos rayons. Et si vous arrivez à savoir quel contact est intéressé par quel rayon, vous allez pouvoir envoyer moins de mails, envoyer des mails plus ciblés. Donc augmenter le retour de vos campagnes, sachant que moins vous allez envoyer de mails, moins vous aurez de désinscriptions également. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. À partir du moment où vous proposez plusieurs services, ça vaut le coup de segmenter, voilà, d'associer une thématique à chaque contact qui est dans sa liste. Donc nous, sur notre plateforme, on a un outil de segmentation. Ça permet de mettre en place des scénarios d'envoi, notamment. Par exemple, vous pouvez envoyer un mail personnalisé à une personne qui a rempli un formulaire sur votre site et lui envoyer ensuite des messages qui sont ciblés en fonction de son comportement. Par exemple, s'il a cliqué sur un lien qui correspond à tel rayon ou à telle thématique, il va changer de scénario et aller sur un scénario qui est orienté sur sa thématique. Donc, au niveau de la segmentation, essayez d'ajouter toujours des informations qui sont utiles à la commercialisation de vos produits, de vos services. Donc, ça dépend de votre activité. Encore une fois, ça peut être l'âge pour une agence de voyage, ça peut être le sexe pour une boutique de vêtements. Voilà, donc essayez de réfléchir, vraiment d'approfondir les besoins de vos prospects. D'ailleurs, une petite astuce pour approfondir les besoins de vos prospects, ça se fait d'envoyer un mail pour leur demander tout simplement ce qu'ils veulent, notamment voilà, à quel rythme ils veulent recevoir vos newsletters, quelle thématique ils veulent, quelle thématique ils veulent recevoir. Voilà, ça va vous permettre de qualifier votre base. Si c'est vers des particuliers, vous pouvez le faire dans le cadre d'un jeu concours, par exemple, ou d'un truc à gagner. Et en tout cas, mieux votre base sera qualifiée, segmentée, plus petit sera votre taux de désinscription et vous aurez une base qui s'usera moins vite, voilà, qui sera beaucoup plus pérenne.
Alors, dans l'hygiène de la base, en général, on met également les NPAI, les désinscrits. Donc, les désinscrits, ça, c'est une obligation légale, hein. Les désabonnés doivent être vraiment traités, doivent être supprimés au fur et à mesure. Donc, si vous êtes sur un routeur pro, normalement, vous n'avez pas à vous en soucier. Les NPAI, donc c'est l'abréviation de n'habite plus à l'adresse indiquée. Donc, c'est un terme qui vient du postal. Ça veut dire que l'adresse ne marche pas. Et ça, voilà, faut les enlever au fur et à mesure, tout simplement parce que ça peut vous pénaliser au niveau des routeurs, ça peut vous faire baisser ce qu'on appelle votre délivrabilité. C'est le fait que vos messages aillent en boîte de réception. Donc, encore une fois, 2 petites secondes pour voir les messages. Un exemple B2B pour la segmentation. Donc la segmentation, c'est quand tu divises la boutique en rayons, en ligne en rayons. Ouvreur, non-ouvreur, on en parlera après. Ok. Voilà. En B2B, c'est très compliqué de donner un exemple. Enfin, je peux parler de nous. Par exemple, nous, on a plusieurs services. On a une plateforme de routage d'email. On a un service de gestion de campagne qui permet de gérer les campagnes pour les clients, pour un client final. On a une partie conception de messages, voilà, conception de messages responsive pour que le message s'affiche bien partout. On va en parler après d'ailleurs. Ces 3 thèmes différents, les clients qui se débrouillent tout seuls sur notre plateforme en ligne, en général, c'est pas du tout les mêmes que ceux pour qui on met tout en place, voilà, qui nous donnent le contenu et qui s'occupent de rien. C'est pas du tout le même service, ils n'ont pas les mêmes besoins. Ceux qui utilisent notre plateforme emailing, c'est les sociétés qui gèrent ça en interne, alors que ceux qui utilisent notre service de mise en place, c'est plutôt des grosses sociétés, des services marketing qui n'ont pas le temps, qui sous-traitent tout. Clairement, il ne faut pas leur envoyer le même contenu. Voilà, ils n'ont pas du tout les mêmes besoins, ils ne sont pas intéressés par la même chose. Un service marketing d'une boîte de 2000 personnes, enfin, on en a une qui nous utilise en tant qu'intégrateur, en tant que gestionnaire de campagne, ça ne sert à rien de lui envoyer un livre blanc sur la délivrabilité, ça ne les intéressera pas. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle la segmentation. Donc on va parler un petit peu de la structure d'un mail de prospection. Donc chaque cas est vraiment différent, donc c'est difficile de donner une méthode qui est universelle pour rédiger le message de prospection qui va bien marcher. Par contre, je vais vous donner quelques principes de base et un exemple de structure qui marche bien et qui est applicable quasiment dans tous les cas. Voilà, donc d'abord quelques principes de base sur le contenu et ensuite sur la recherche d'idées. Donc un mail de prospection, c'est un peu comme une page de vente ou comme une publicité. Donc en général, chaque partie du message va se retrouver dans une des étapes qui va suivre et ça donne un ensemble qui est cohérent. Toutes les étapes que j'ai écrites là sur le slide sont complètement facultatives. Et je vais essayer de prendre un exemple pour être le plus concret possible. On va prendre un exemple à nous, donc notre éditeur responsive. Donc, un éditeur responsive, c'est un éditeur comme Word qui permet de faire un message. Et la valeur ajoutée, c'est que ça va être responsive, ça veut dire que ça va s'afficher correctement, qu'on soit sur tablette, sur mobile, sur ordinateur, et quel que soit l'environnement, voilà, si c'est un iPhone ou si c'est autre chose. Donc je vais prendre un exemple sur ce produit à nous. Donc on l'a fait récemment, enfin on a fait un mail de prospection récemment. Donc c'est pour ça que j'ai un exemple concret et qu'on a pu tester en plus. Donc en plus c'est un exemple qui est assez parfait d'une solution qui est assez technique, qui est dure à vendre tout simplement parce que les 3/4 des gens à qui on va envoyer, on va proposer cette solution ne vont absolument rien comprendre en fait. Donc l'approche, voilà, tester notre éditeur responsive sans expliquer ce que c'est, et cliquez ici, voilà les fonctionnalités, voilà les caractéristiques, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Clairement, ça marche pas. Donc voilà, on a une structure qui marche, qui permet, bon, globalement, pour résumer, qui va partir d'un problème et apporter la solution. Et cette structure-là, vous pouvez vraiment l'appliquer à tout, en B2B et en B2C, voilà, vers les particuliers, enfin Après, on en parlera après, mais au niveau inspiration, enfin, regardez toutes les pubs sur les solutions de perte de poids, sur le coaching, sur les salles de sport, sur voilà, tout ce qui est prospection pour les particuliers. Enfin, très souvent, on retrouve une grosse partie de ces étapes-là.
Donc la première étape, ça va être l'accroche. Donc l'accroche, pour nous, enfin c'est le titre, voilà, c'est ce qui va permettre d'attirer l'attention du client. Donc pour nous, c'est concevez un email responsive comme un pro. Voilà, notre cible, de toute façon, c'est des gens qui font des mails, donc responsive, en général, ils connaissent le mot, donc voilà, on a ça comme accroche. La deuxième étape, le renforcement de l'accroche, c'est comme le sous-titre. Donc on avait mis afficher vos messages emailing parfaitement sur toutes les messageries, ordinateur, tablette, mobile. Donc là, c'est super parlant, il n'y a aucun terme technique. Troisième étape, on parle de la cible, c'est-à-dire on dit à qui on s'adresse. Donc nous, on avait mis, vous envoyez des emails à vos clients ou à vos prospects, vous communiquez par email pour gagner du temps et de l'argent par rapport à un mailing papier. Voilà, donc on dit à qui on s'adresse. Donc déjà, les gens qui ne sont pas concernés du tout, au moins ils le savent tout de suite. Et voilà, on cible les personnes. Une petite parenthèse à ce niveau-là, la cible, il faut avoir une cible. Vous pouvez pas, enfin, quand on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne. En gros, vous pouvez pas dire, on reçoit des messages parfois, vous êtes artisan, commerçant, freelance, entrepreneur, PME, grand compte, testez, enfin, regardez notre solution. Non, ça va pas. En fait, il faut cibler. Même si c'est vrai, même si votre solution s'adresse à tout le monde, faites des messages ciblés. Voilà, vous faites un message pour les experts comptables. Même s'il y a 2-3 lignes qui changent, qui sont spécifiques pour les experts comptables, vous allez envoyer un mail spécifique pour les experts comptables avec une landing page, une page d'arrivée spécifique pour les experts comptables. Ça prend quelques minutes à faire. Enfin, c'est juste un truc à rajouter sur votre site et les retours, peuvent changer vraiment du tout au tout grâce à ça. Bon, après la cible, le problème. Donc le problème, voilà, c'est quel problème cette cible rencontre, quel problème habituel, enfin si possible un problème, voilà, qui est souvent, que les problèmes ont souvent, que les problèmes rencontrent souvent et qui leur fait soit perdre du temps, soit pour lequel ils ont déjà dépensé de l'argent. Donc pour nous, ce qu'on a mis dans notre mail, vous passez beaucoup de temps à préparer vos mailings, mais vous avez des retours de gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à voir vos messages sur leur messagerie pro ou sur leur mobile. Voilà, donc ça, c'est le problème. Ensuite, on passe directement aux conséquences du problème. De plus en plus de gens regardent leur mail sur leur mobile ou leur tablette. Avec le temps, votre taux de lecture diminue, votre taux d'ouverture diminue, et ce n'est pas un problème de délivrabilité, vous avez fait plein de tests. Étape suivante, pourquoi les méthodes habituelles ne marchent pas? Voilà, donc en général, ils ont testé souvent des trucs et voilà, on les liste et on leur demande, voilà, on leur dit pourquoi est-ce que ça marche pas habituellement. Donc nous, ce qu'on a mis pour notre mail, vous avez bien essayé de vous y mettre, vous avez suivi un tutoriel sur les feuilles de style responsive pour faire votre page HTML à la main, mais au bout de 2 heures, la moitié de votre message n'était pas faite. Elle s'affiche bien sur votre tablette, mais le message est cassé sur votre mobile. Vous vous rendez compte qu'il faut vraiment être un pro pour y arriver. Voilà, donc les méthodes habituelles. Donc pourquoi est-ce que habituellement, les méthodes que les gens utilisent habituellement ne marchent pas? Donc là, pour un éditeur, pour la mise en place de messages responsives, les gens vont essayer de le faire à la main. Voilà, si c'est pas des webmasters, si c'est pas des codeurs, ils vont surtout perdre du temps. L'étape suivante, c'est la légitimité, donc c'est assez facultatif. Nous, ce qu'on a mis, c'est, voilà, faut essayer de dire qu'on était dans le même cas qu'eux. Voilà, nous, ce qu'on aurait pu mettre, alors nous, on ne l'a pas mis dans le message, mais ce qu'on aurait pu mettre, c'est on travaille dans l'email marketing, on a fait développer une solution qui est plus facile, et surtout, on a pu la tester sur des milliers de messages de clients. On parle de la solution, un éditeur responsive, aussi simple que Word, qui vous donne un résultat parfait partout. Ensuite, on liste les avantages. Donc les avantages, pour nous, c'est clair, hein, c'est plus rapide qu'à la main, ça marche. Vous pouvez prévisualiser ce que ça donne sur différentes tailles d'écran. Et ensuite, on parle de la solution en détail. Donc pour nous, ça va être des captures d'écran, ça va être une vidéo de démo. On va souligner les points positifs. Donc nos points positifs, c'est le glisser-déposer, le fait qu'on puisse maîtriser comment les blocs vont s'afficher, comment les blocs vont se réorganiser entre l'ordinateur et la tablette. C'est là que vous allez mettre les caractéristiques de votre produit. Si vous vendez une formation, vous allez mettre votre plan de formation. Si vous faites votre coaching, vous allez mettre votre méthodologie.
Donc une petite étape sur la garantie, donc nous on en met parce qu'on fait une offre de test, mais ça c'est très facultatif, ça s'applique pas partout. Donc nous c'est vous pouvez essayer pendant 10 jours sans rien payer. Et enfin on parle de l'offre et là on va parler éventuellement des prix, des détails de l'abonnement, etc. Alors ça c'est les étapes d'une page de vente qui peut être appliquée à un mail. On n'est pas forcément obligé de mettre 100% dans le mail. On peut s'arrêter à l'étape du problème et des conséquences du problème. Et ensuite mettre la deuxième partie, le faire en 2 temps et mettre la deuxième partie sur son site. Voilà, ça permet déjà de qualifier les gens qui ont été intéressés, qui ont cliqué, de les relancer par la suite. Et ça permet de ne pas avoir un mail de 3 km de long, voilà, de ne pas avoir un mail voilà, qui va sembler tout de suite imposant. Voilà, je reçois un mail, je dois lire tout ça, ça va me prendre 10 minutes. Donc voilà, le mail qu'on a rédigé pour notre éditeur responsive, c'était celui-là. Ça a marché beaucoup mieux qu'une simple présentation des fonctionnalités avec une capture d'écran. Voilà, ne faites pas un truc de 3 km de long, faites plutôt quelque chose en deux étapes. Et essayez de regarder un peu ce qui se fait par ailleurs, les publicités mail, les publicités presse dans les magazines. Voilà, essayer de trouver un juste milieu. Donc ces étapes-là sont vraiment bonnes, enfin ça marche vraiment. Faut juste essayer de ne pas aller vers voilà, la page de vente à l'américaine pour un truc de diététique du style perdez 20 kilos en 3 jours. Enfin voilà, faut essayer de trouver un juste milieu, pas être voilà, dans la persuasion, enfin dans la page de vente désagréable. En tout cas, regardez ce qui se fait dans les magazines, voilà, dans les publi-reportages, dans les choses comme ça, ou dans les mails que vous recevez de grandes marques sur des nouveaux services. Vous retrouverez souvent plusieurs de ces étapes dedans. Alors, on n'a pas vu les mails exemples. Non, je ne l'ai pas mis là parce que c'était trop grand. Puis en plus, il est en 2 parties. Nous, on l'a fait en 2 parties. On pourra vous l'envoyer par email si vous le souhaitez. Vous avez qu'à nous le demander dans les commentaires. Concernant la cible, est-il préférable de cibler la région de notre rayon d'action? Bah oui, carrément. Enfin, là, on est dans la cible. Enfin, plus votre cible va être précise. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas vous adresser à tout le monde. Si vous vous adressez aux experts comptables du départ, enfin, de Paris, bah, clairement, il faut le mettre, oui. Enfin, en fait, dans la cible, plus la personne va se reconnaître, mieux ça va marcher. Voilà, clairement. Comment différencier les landing pages, les zones d'accroche de manière vraiment indicative, en espérant que cette... Donc, au niveau de la rédaction d'email, je ne vais pas pouvoir parler de tout ce qui est rédaction de mail. On a un webinaire là-dessus qui s'appelle les 5 outils pour structurer ses idées, rédiger des emailing vendeurs. On l'a fait mardi. Vous l'avez encore en replay, sinon vous avez une autre version qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Pour le résumer très rapidement, donc, les 2 principaux outils, le premier c'est les 5 pourquoi. C'est une méthode assez simple qui consiste à vous poser 5 fois de suite la même question pour arriver à la solution ou à la cause d'un problème. Voilà, savoir pourquoi les gens ont un problème. Et la deuxième méthode, c'est la méthode SMART qui permet de définir ses objectifs de manière spécifique. Alors SMART, c'est spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini. C'est un principe à avoir en tête pour mesurer de façon vraiment pragmatique ces opérations marketing. Donc regardez sur notre chaîne YouTube ou sinon voilà, cherchez sur Wikipédia, les 2 méthodes sont expliquées très clairement. Maintenant qu'on a vu quoi dire dans notre message, donc à qui envoyer, comment collecter ces fichiers, je vais vous parler un petit peu des formulaires. Donc de la landing page, la page d'arrivée, c'est la page sur laquelle arrive l'internaute après avoir cliqué dans votre message. Donc c'est ce formulaire qui va vous permettre d'acquérir des nouveaux prospects. Et des leads, justement, voilà, ça veut dire détecter des personnes qui sont intéressées par votre produit ou par votre service. Donc c'est une fiche, voilà, une fois que le formulaire est rempli, ça donne une fiche. Enfin, chez nous, sur notre plateforme emailing, vous envoyez un mail, enfin un commercial par exemple, ou vous pouvez également récupérer un fichier Excel. Ça permet d'envoyer la fiche à un commercial et voilà, une fiche qui va qualifier la personne et le commercial va pouvoir la recontacter avec un discours adapté. Donc ça peut être un formulaire de demande de devis, un formulaire de demande de renseignement. Voilà, ça ne s'adapte pas pour la vente en ligne, mais ça s'adapte pour tout ce qui est demande d'information.
Donc le premier point primordial qui est vraiment primordial, c'est dans tous les cas, au-dessus d'un formulaire, on explique pourquoi l'internaute doit remplir le formulaire. On ne peut pas laisser juste le formulaire comme ça, sans la moindre explication, sans notice. C'est quelque chose qui est contre-productif. Voilà, je le dis parce on l'a déjà vu en fait. Il faut que la personne connaisse l'étape suivante avant de la remplir. Voilà, je la remplis pourquoi? Il faut le tourner sous forme d'incitation à poursuivre aussi pour rassurer l'internaute. Voilà, sous-entendu, on ne va pas vendre votre adresse derrière. Enfin, voilà, on va soit vous rappeler, soit vous envoyer un mail, soit vous envoyer le livre blanc, justement. Un formulaire peut servir à ça, juste à la collecte également. En ce qui concerne l'aspect du formulaire, évitez de faire un formulaire trop long. Donc, c'est exactement pour les mails, comme pour les mails. L'internaute doit surtout pas avoir à scroller. Il ne doit pas avoir à utiliser l'ascenseur de sa fenêtre pour voir tout le formulaire. Je vous conseille aussi de réduire le nombre de champs vraiment à ce qui est strictement nécessaire. Donc moins il y a de champs, plus vite le formulaire sera rempli et moins il y aura d'abandon. Parce que ce qui est gênant sur les formulaires, c'est l'abandon en fait. Les gens voient le formulaire mais ils ne le remplissent pas. Donc, pour un formulaire de demande d'information commerciale, en général, on a la société, le nom, le téléphone, l'email. Normalement, ça suffit. Donc à moins que ce soit vraiment indispensable, évitez les champs du type taille de l'entreprise, budget alloué. Voilà, ça, c'est des informations que le commercial pourra qualifier en 3 secondes en cherchant sur Internet ou sur société.com. Au niveau de la présentation du formulaire, donc la présentation du message, par exemple, c'est le lien dans votre message vers le formulaire. C'est un appel à l'action, il doit être au-dessus de ce qu'on appelle la ligne de flottaison de l'email. En gros, c'est le premier tiers. Il faut que tout le monde le voit, même ceux qui regardent leur message dans le volet de visualisation de l'email. Enfin, dans le volet de visualisation de leur client messagerie comme Outlook. Utiliser une police qui est claire, qui est commune. Voilà, le formulaire doit être cohérent aussi avec le message envoyé. Il ne s'agit pas de faire 2 chartes graphiques différentes. Ils sont dans un message qui a une charte graphique, qui se retrouve dans un formulaire, qui soit dans le même univers, qui ait un environnement qui soit vraiment homogène. On a fait un webinaire sur la partie présentation des formulaires, donc qui dure une demi-heure. Ça aussi, vous pouvez le retrouver. Donc, une petite astuce, quand un formulaire est un peu long, vous pouvez faire ressortir les champs, le champ sur lequel on est, sur le champ sur lequel on a le curseur qu'on est en train de remplir. Ça peut aider l'internaute à se repérer. Il y a une astuce aussi qui consiste à mémoriser les informations déjà remplies pour que l'internaute n'ait pas à retaper s'il referme par accident. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on a sur la plateforme. Voilà, si j'ai rempli la moitié du formulaire et que j'abandonne ou que je ferme la fenêtre par inadvertance, on va enregistrer les informations. Alors l'internaute n'aura pas soumis, c'est clair, mais on aura quand même l'information. On pourra éventuellement réfléchir à une manière de le relancer par la suite. Autre astuce, essayer de réduire les espaces entre les différents champs. Travailler plutôt sur la largeur du formulaire plutôt que sur la hauteur, qu'on ait vraiment l'impression que le formulaire soit moins imposant. Je vous ai mis une petite capture d'écran sur un exemple qu'on a fait. Donc à gauche, c'est le formulaire qu'on avait avant. À droite, c'est le formulaire qu'on avait après. On a joué sur le nombre de champs, clairement, sur l'espacement entre les champs, sur la taille des champs. En fait, quand on regarde l'un et l'autre, on demande la même chose, on demande quasiment la même chose, sauf qu'il a l'air 3 fois plus petit. Ouais, et le taux de remplissage est plus élevé. Voilà, on a vraiment eu un taux de remplissage plus élevé rien qu'en changeant le formulaire. Donc, comme quoi, c'est des petites choses qui peuvent être assez intéressantes, en tout cas qu'il faut tester. Toujours sur les astuces pour faciliter le remplissage, indiquer les champs qui sont obligatoires pour éviter que l'internaute soit mis devant le fait accompli. Une fois qu'il est rempli, on lui demande, voilà, vous devez encore remplir la moitié. Donc en général, on met une petite étoile avec un astérix en bas du formulaire. Les champs marqués par une étoile sont obligatoires. Utilisez aussi au maximum les réponses suggérées. Donc là, je vous ai mis un exemple sur les pays. Déjà, la personne n'a pas à taper. En plus, vous aurez un résultat dans votre base qui est, dans le fichier Excel que vous récupérez avec les formulaires remplis. Vous récupérez un fichier qui est homogène. Donc, essayez d'utiliser au maximum soit les champs pré-remplis, soit les champs avec suggestion. Voilà, on commence à taper et on suggère par exemple la ville. Et je vous conseille également de garder un champ autre
pour que l'internaute puisse quand même vous écrire si besoin, surtout si votre formulaire est hyper guidé, qu'il puisse quand même avoir un champ ouvert dans lequel il puisse mettre ce qu'il veut. Voilà. Ordonner ces champs, donc il y a deux façons d'ordonner ces champs, soit par ordre chronologique, si vous faites une enquête de satisfaction, par exemple, vous allez d'abord parler de la commande, ensuite du service commercial, de la livraison, ensuite du produit, du service après-vente, voilà. Et si, par ordre chronologique, si ça ne s'applique pas pour votre activité, vous pouvez le faire du moins engageant au plus engageant, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure. En fait, c'est moins engageant de mettre son nom de société, par exemple, que son numéro de téléphone direct ou que son adresse email. Voilà, donc on met toujours les champs les moins engageants en premier. Voilà, et au niveau de l'engagement, alors ça, c'est une petite astuce qu'on a nous, mais bon, qu'il y a aussi sur certains outils de formulaire en ligne. Comme on enregistre, on a une option pour enregistrer ce que les gens ont déjà rempli. Voilà, la personne va mettre le nom de sa société, va mettre son nom, et puis là, il voit que le numéro de téléphone est obligatoire, il arrête. Si on enregistre au fur et à mesure, en fait, ça permet de récupérer les informations et éventuellement de faire ce qu'on appelle un appel téléphonique froid pour relancer la personne par la suite. Donc on n'a pas en avance, je vais juste parler un tout petit peu des statistiques. Donc les statistiques, c'est assez important parce que ça permet de savoir si ce qu'on fait marche, voilà, tout simplement. Donc on a un webinaire qui est dédié à ça, sur l'analyse des stats. Je vais juste vous le résumer très rapidement. Au niveau des différents taux, donc on a le taux d'ouverture unique, le taux d'ouverture cumulé ou total suivant les routeurs. Ça reflète des données différentes. Unique, c'est un ouvreur, voilà, une personne qui a ouvert, une personne unique qui a ouverte. Et cumulé, c'est le nombre d'ouvertures, notamment tous ceux qui ont partagé, qui ont transféré leur message. Ça génère des ouvertures supplémentaires. Donc je vous ai mis des captures d'écran avec les deux taux. Donc ça montre voilà, les différences de chiffres. Unique, ça compte le destinataire une seule fois, alors que total, ça me donne une indication un peu plus réaliste sur la diffusion réelle de mon message. Donc quand il n'y en a qu'un seul, les outils de routage où il n'y a qu'un seul taux, en général, c'est le cumulé qui est communiqué. Donc je prends un petit exemple simple, si j'envoie 100 mails à 100 clients, donc imaginons qu'il y en a 50 qui ouvrent le message, le taux d'ouverture unique sera de 50%. Par contre, le taux d'ouverture cumulé sera plus élevé si certains le transfèrent, si certains l'ouvrent sur plusieurs fois, notamment sur leur mobile ou le soir à la maison. Donc c'est important de connaître au préalable les taux d'ouverture moyens suivant les types de campagnes pour savoir si une campagne est réussie, s'il y a une importante marge de progression. Donc je vais vous donner des taux. On dit en général qu'une campagne est réussie quand on a un taux d'ouverture cumulé de 30% sur de la fidélisation et de 10% sur une campagne d'acquisition. Donc toujours à revoir un petit peu à la baisse en B2C, à la hausse en B2B. Donc quand on connaît une fourchette, voilà, ça se permet de savoir qu'est-ce qui est réaliste, voilà, qu'est-ce que je suis en droit d'attendre, et ensuite voir s'il y a des pistes à explorer pour y remédier. On a déjà vu des clients voilà, qui avaient 30% d'ouverture sur une campagne de prospection et qui nous demandaient comment améliorer. À un moment, c'est plus améliorable. Enfin, quand les taux sont bons, quand on sait qu'on est dans la fourchette haute, on sait que ce qui a amélioré, c'est plus le message, c'est plus l'envoi, c'est le processus marketing, la logique marketing sur le site par exemple, ou le tunnel de transformation. Au niveau des chiffres, donc 10% sur de l'acquisition, sur de la prospection, 10-15%, ça peut aller jusqu'à 20% en B2B sur un fichier hyper qualifié, et moins de 10% en B2C. Et on a un objectif à 30% en général quand on est sur de la fidélisation, qu'on communique vers des clients, vers des gens qui sont hyper ciblés. Quand vous n'êtes pas du tout dans les taux, quand vous n'êtes pas du tout dans la fourchette, alors avant de changer tout, de refaire votre site, de changer le message, regardez si ce n'est pas un problème de délivrabilité. Est-ce que le message est bien arrivé en boîte de réception? Voilà, donc regardez la délivrabilité. Ensuite, posez-vous ces questions dans l'ordre. Donc, est-ce que vous avez testé plusieurs objets? Est-ce que la pression commerciale n'est pas trop élevée? Voilà, la pression commerciale, donc ça dépend de votre activité, mais
Voilà, à moins qu'on soit rue du commerce, par exemple, enfin, un mail par jour, c'est trop. Voilà, donc ça dépend énormément de l'activité, mais il faut essayer d'avoir une pression commerciale qui soit cohérente. Est-ce que le message a été envoyé à la bonne période aussi? Pendant les vacances, ça marche moins bien. Et surtout, attendez assez longtemps avant de considérer vos stats comme définitives. Il ne faut surtout pas avoir le nez sur les statistiques et regarder 2 heures après l'envoi. En général, on attend au moins 48 heures avant de tirer des conclusions définitives. Au niveau des taux, des autres taux qui sont disponibles dans les stats, on a le taux de désabonnement qui est super important. C'est vraiment un indicateur du niveau de qualité de votre campagne. Et le niveau de qualité tout compris, ça veut dire du fichier jusqu'au message. Ça permet de savoir si l'offre est vraiment adaptée à la cible. Donc voilà, quand vous pouvez avoir un très bon fichier, si vous envoyez une offre qui est à côté de la plaque, vous pouvez avoir un taux de désinception qui est élevé. Donc ça évalue voilà, l'ensemble du processus de campagne emailing, de la collecte des adresses jusqu'à l'adéquation offre-cible. Donc pareil, des mails qui sont envoyés sans le consentement des internautes, ça donnera un taux de désinscription qui est assez élevé. Ouais, en plus, ça peut donner des risques au niveau de la délivrabilité, même si on reste dans la légalité. Donc à chaque fois, faut essayer de réfléchir en amont ou se faire accompagner par votre routeur pour trouver une cadence, une volumétrie qui est acceptable, qui permet de sauvegarder la base, de sauvegarder la délivrabilité de votre compte et d'avoir des résultats intéressants. Donc le lien de désinscription, donc quelque chose de primordial. Pour vous donner un chiffre exact, on considère qu'un taux de désinscription qui est supérieur à 1% sur un fichier qui a déjà été utilisé par vous, c'est trop. Voilà, c'est beaucoup trop. Sinon, vous pouvez aussi le comparer au nombre de cliqueurs. Si vous avez plus de désinscrits que de cliqueurs, plus de gens qui sont désinscrits que de gens qui ont cliqué sur votre offre, regardez à 2 fois, parce que ça veut dire que votre base, votre liste est en train de s'user très vite. Donc pour en finir sur les stats, donc les clics, c'est comme les ouvertures. Donc il y a l'unique et le cumulé. Bon, ça, je vais pas revenir dessus. Le taux de clic, le taux de réactivité, c'est-à-dire le nombre de clics sur les ouvertures, c'est un taux qui est intéressant parce qu'il ne dépend pas de la délivrabilité. Il dépend que de votre offre et de votre cible. Donc ça indique si le message est pertinent. Donc c'est vraiment ce qui reflète la performance de votre campagne. Donc un bon taux de clic, c'est le primordial, c'est le début pour avoir ensuite une bonne transformation. Pour booster votre taux de clic, donc j'avais listé quelques points. Donc il faut être clair, concis, qu'il n'y ait pas trop de texte, pas trop de liens dans votre message. Il faut que la prochaine étape soit claire pour l'internaute, savoir tout de suite ce que vous attendez de lui, ce qu'il va trouver dans votre message. Enfin, ce qu'il va trouver après avoir cliqué. Donc voilà, savoir si c'est un contenu, ce qu'il va trouver, si c'est une demande de devis, voilà, faut que ce soit clair, faut qu'il y ait une incitation à l'action et que l'action soit claire, savoir ce qu'il va trouver dedans, ce qu'on attend de lui. Donc c'est comme pour le taux d'ouverture, la segmentation de la liste et le ciblage, c'est hyper important. Il y a une astuce, c'est d'utiliser de la vidéo. Donc la vidéo, c'est pas mal parce que ça incite l'internaute à cliquer. Alors, en général, on met un petit lecteur vidéo et on met un bouton play. Voilà, ça incite l'internaute à cliquer sur le bouton pour voir la vidéo. Et on est exactement dans un appel à l'action qui est parfait. Parce que il voit la première image de la vidéo, il voit un bouton play, il se doute que s'il clique sur play, il va voir une vidéo derrière. On ne le trompe pas, on est explicite et c'est quelque chose qui donne des très bons taux de réactivité. Voilà, donc globalement, il ne faut pas décevoir l'internaute, faut que la vidéo soit pertinente, que le contenu derrière le clic soit pertinent et ensuite incite à l'action, que ce soit une inscription à la newsletter ou de l'achat ou le remplissage d'un formulaire. J'ai fait une présentation sur les webinaires vidéo, vous pouvez retrouver aussi sur YouTube, voilà, pas un webinaire mais une présentation. Vous pouvez le récupérer sur le site ressources.edware.net. Je le marquerai tout à l'heure. Enfin, pour booster le taux de clic, donc il y a la présentation du message qui est très importante. Donc je reviens à l'aspect responsive. Là, j'avais cherché des chiffres. On a 8% des internautes qui consultent leur email sur autre chose qu'un ordinateur ou une tablette. Voilà, donc 8% des mails consultés sur mobile, 4% sur tablette.
Donc c'est là, voilà, d'où l'intérêt d'être bien affiché sur une tablette ou sur un mobile. Si vous avez un message qui est complètement déstructuré, qui est illisible, vous allez perdre énormément de transformations. Enfin, vous allez baisser vos statistiques de clics. Donc pareil, sur le site de ressources, vous avez une vidéo sur notre éditeur responsive si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Nous avons en général 15% de NPI, faut-il les supprimer à chaque fois? Oui, c'est super élevé. Et oui, il faut les supprimer à chaque fois. Moi, je suis Loïc Bressler. 15% de NPI, c'est inacceptable pour un FAI. Là, vous êtes clairement, si vous envoyez vers les particuliers, vous êtes clairement pénalisé à grande échelle par les messageries un peu dures comme Hotmail, Gmail et compagnie. Voilà, j'ai sauté un slide au niveau du... Voilà, et si vous passez par un routeur, normalement, c'est quelque chose qui est traité. Nous, sur la plateforme, les NPI sont supprimés au fur et à mesure. C'est un truc de base sur une plateforme. Pareil pour les désinscrits. Donc, j'ai un petit peu dépassé, donc je vais pas trop parler du taux de réactivité, c'est le nombre de clics sur les ouvreurs. Voilà, je vous invite à télécharger le support. Juste pour vous donner un taux, on vise 10%. On veut une personne sur 10, voilà, un ouvreur sur 10 qui clique. Et ça vous donne vraiment l'adéquation cible-contenu. Enfin voilà, savoir si vous avez une cohérence entre votre cible et le contenu que vous envoyez. Si c'est pas bon, donc vérifiez l'objet du message, vérifiez si le contenu va bien avec l'objet et faites des tests, utilisez une plateforme emailing qui permet de faire des tests, de tester plusieurs objets, notamment plusieurs objets, voilà, de voir ceux qui marchent le mieux et d'envoyer la meilleure version vers le reste de la base, de tester sur un petit échantillon et d'envoyer la meilleure version sur le reste de la base. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous inscrire à la chaîne aussi pour être au courant de nos prochains webinaires. Vous pouvez aussi regarder donc, notre site ressources.ediware.net. Voilà, je le marque là. Vous pouvez récupérer voilà, pas mal de vidéos. Vous pourrez aussi aller voir notre chaîne YouTube pour voir les anciennes présentations. Voilà, je vais rester un petit peu pour voir s'il y a des questions. Et voilà, sinon, si vous envoyez déjà des emails, voilà, si vous le faites par vous-même ou si vous avez des questions, enfin s'il y a des choses qui vous ont intéressé là pendant ce webinaire, enfin des choses que vous n'avez pas comme le split testing, enfin les tests d'objets, comme les formulaires, enfin voilà la gestion des formulaires. N'hésitez pas à tester notre plateforme. Donc tout ce que j'ai abordé pendant ce webinaire, c'est des modules, des fonctionnalités qu'on a sur la plateforme. Donc que vous pouvez tester éventuellement pour comparer. Donc on a une version d'essai où vous pouvez tester de façon réelle l'intégralité de la campagne. Donc envoyer une campagne sur des contacts pour voir la chaîne du début à la fin, tester votre campagne, tester les formulaires, tester les statistiques et voir vraiment comment ça marche. Pour tout ce qui est nom de prestataire, je préfère qu'on en parle en privé. Enfin, voilà, vous pouvez me contacter par email. Je vais vous donner mon email perso. Voilà, lbressler@edware.net. Voilà, il y a Géraldine qui met les webinaires, les prochains webinaires. Donc, prochain webinaire le 13 octobre sur les tendances graphiques des emails, sur comment présenter ces emails pour qu'ils soient le plus moderne possible, le plus actuel possible et qu'ils transforment le mieux possible. Alors, sur 300 envois, je peux attendre 3 clics seulement. Non, c'est pas ça. En fait, sur 300 envois, si c'est des contacts en fidélisation, des contacts hyper ciblés, vous pouvez attendre à peu près 30% d'ouvreurs. Donc, 300 fois 30%, ça fait 90 ouvreurs. Et sur ces ouvreurs, vous devez avoir au moins 10% de taux de réactivité.
Donc on est plus vers la dizaine de cliqueurs. Voilà. On est plus sur la dizaine de cliqueurs. Après, c'est juste un taux indicatif. Ce sont juste des fourchettes. Ça dépend énormément de votre activité. Si vous faites 300 envois, c'est que c'est de l'ultra qualifié. Si vous envoyez une newsletter que les gens attendent, voilà, les gens vont ouvrir. On avait un client là justement qui faisait une newsletter payante sur les cours des matières premières dans l'agriculture. Les gens payent pour avoir la newsletter. Les taux qu'on vous donne, ils étaient plus dedans, quoi. Ils avaient des taux d'ouverture et de clics hallucinants. Donc c'est quand même adapté à la cible. C'est juste des fourchettes. Donc des fourchettes statistiques, c'est juste fait pour que quand on n'y connaît rien, on sache un peu ce qu'on est en droit d'attendre. Après, une fois que vous vous y connaissez, une fois que vous avez un historique, que vous avez envoyé beaucoup de campagnes, ce qui compte, la méthode, c'est de comparer vos campagnes entre elles. Voilà, il faut détecter les hausses, détecter les baisses. Quand c'est une baisse, se demander pourquoi. Quand c'est une hausse, se demander pourquoi. Donc le 15 novembre, on a un webinaire sur le pré-header. C'est la petite phrase qui s'affiche dans le volet de visualisation, dans la liste des messages sur certains clients messagerie. Donc c'est un webinaire ultra rapide, mais c'est quelque chose d'intéressant. Le pré-header, ça peut augmenter le taux d'ouverture. Et sinon, pour la structure de contenu que j'ai donné pour les mails de vente, non. L'ordre, vous mettez l'ordre que vous voulez. Toutes les étapes sont facultatives. Bon, par contre, il y a un minimum au niveau de l'ordre à respecter. Peut-être, en général, on parle de l'accroche avant le problème, et on parle du problème avant la solution. Mais voilà. Après, c'est juste un exemple de structure. Un logiciel pour gérer les mailings, je vous invite à nous contacter. C'est ce qu'on fait, nous. On est routeur mail, donc on a une plateforme qui permet de mettre en place des campagnes emailing et d'utiliser tous les outils dont j'ai parlé dans ce webinaire. Donc normalement on est bien placé. Au niveau du délai de réponse de notre support, c'est une priorité pour nous, la réactivité et l'accompagnement. On veut vraiment se différencier des plateformes que j'appelle automatiques où on rentre sa carte bleue et puis on se débrouille. Nous, le support technique est accessible par téléphone, aux heures de bureau. Par email aussi, bien sûr, chaque mail est suivi, mais on a un taux de réponse qui est aux heures de bureau qui va être quasiment immédiat. Sachant que quand vous êtes en abonnement chez nous, vous avez le support technique, mais vous avez aussi l'accompagnement par un chargé de compte qui va faire ce que le support technique ne fait pas, c'est vous accompagner sur le côté marketing, c'est-à-dire analyser vos statistiques de campagne et vous faire des préconisations tous les mois en général sur comment améliorer vos campagnes. Alors Jean-Michel, vous avez répondu à un mail au lieu de créer un nouveau ticket, c'est pour ça qu'on l'a pas vu passer. Mais je vais regarder. Sinon, n'hésitez pas à nous appeler quand vous trouvez ça trop long. Et je vous appellerai quand j'aurai fini. Voilà, donc je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis bientôt pour le prochain webinaire. Les obligations pour un prestataire emailing, c'est aller voir sur le site du SNCD. Vous allez voir la charte déontologique qu'on suit. Globalement,
la charte déontologique, c'est vos adresses sont confidentielles, elles sont traitées en France. On a vraiment un strict devoir de confidentialité et de sécurité sur vos données, notamment vos adresses email. On a quelques obligations en termes de lutte contre le spam, notamment parce qu'on est adhérent à Signal Spam également, donc on fournit un outil, mais on ne peut pas promouvoir le spam illégal, on va dire. Donc envoi non sollicité à très grande échelle vers les particuliers notamment. Voilà, mais allez voir le site du SNCD où effectivement on a pas mal d'obligations, notamment sur les accords de confidentialité avec nos fournisseurs, avec nos salariés également. Alors des exemples de mails responsive, vous pouvez en voir sur la démo de notre plateforme, vous avez plein de templates, on propose plein de templates. Sinon, où est-ce que vous pouvez trouver ça? Je vais si vous pouvez m'envoyer un mail, je vais vous répondre, il y a un site avec plein d'exemples. Il y a un site avec plein d'exemples. Sinon, pour tester la démo de la plateforme, pour tester notre plateforme, je vais vous mettre le lien. Voilà. Comme ça, vous pourrez vous inscrire. Voilà, c'est juste vers un formulaire. Voilà. Donc, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Une bonne journée.